Mike Manol est né le 20 août 1988 à Oldenburg, une ville d'Allemagne comptant plus de 160 000 habitants. Il était le fils du baron Manol et de Suzanne Manol. Les parents de Mike étaient financièrement stables, ce qui lui a permis d'avoir une enfance confortable. Il était décrit comme un enfant très actif qui adorait l'aventure. Alors qu'il était encore jeune, ses parents, qui rencontraient des problèmes conjugaux, ont décidé de divorcer. Après la séparation, Mike est resté avec sa mère. Plus tard, Suzanne, la mère de Mike, a entamé une nouvelle relation et a eu une fille nommée Maria Barnett. Le père de Mike a également trouvé une nouvelle partenaire et a eu un fils nommé Daniel. On dit que Mike s'entendait très bien avec Maria et Daniel. En fait, il avait toujours voulu des frères et sœurs avec qui jouer pour ne pas se sentir seul. Comme la plupart des enfants, Mike a développé très jeune une passion pour les voyages. Il l'avait hérité de son père qui l'avait emmené en voyage dans divers endroits, notamment en Islande, en Écosse et dans les Caraïbes. Ils avaient même traversé l'océan Atlantique, envoyé un voyage qui avait duré plus de 700 jours et qui était devenu une aventure inoubliable pour eux. Le père de Mike le décrivait comme un garçon gentil et poli, qui, malgré son esprit aventureux, était une personne très calme. En juillet 2016, Mike a décidé de faire un voyage à Malte. C'était la première fois qu'il voyageait seul, sans ses parents, ses frères et ses sœurs, ou même ses amis. Mike s'est rendu à Malte pour retrouver sa petite amie qui suivait un cours de langue dans le pays. Comme il était en vacances, il voulait profiter de l'occasion pour passer du temps avec elle. Pour ceux qui ne le savent pas, Malte est un archipel de la mer Méditerranée, situé à 58 miles au sud de l'île de Sicile en Italie. Le pays compte environ 500 000 habitants et un territoire de 122 miles carrés. C'est une belle destination qui attire des milliers de touristes chaque année. L'été est la haute saison touristique, car les températures considérées comme élevées selon les normes européennes atteignent souvent environ 90 degrés Fahrenheit. Cela rend les magnifiques plages du pays extrêmement fréquentées. Les taux de criminalité sont très bas et l'île est également connue comme un important paradis fiscal. Certains pourraient trouver inhabituel que les parents de Mike l'aient autorisé à voyager seul à seulement 16 ans. Cependant, selon sa famille, il avait déjà voyagé dans presque tous les coins du monde et avait acquis beaucoup d'expérience. Il savait gérer des situations que la plupart des gens ne sauraient pas gérer et c'était aussi un jeune homme très responsable. Mike est arrivé à Malte le 8 juillet 2016, précisément à La Valette, la capitale du pays où il a retrouvé sa petite amie. Les deux ont passé les jours suivants ensemble, s'amusant et explorant le pays. Cependant, à l'approche de la date de retour en Allemagne, Mike a décidé qu'il voulait rester quelques jours de plus à Malte. Sa petite amie est donc retournée seule en Allemagne et il a informé ses parents qu'il resterait un peu plus longtemps pour explorer l'île. Suzanne, la mère de Mike, était chez elle en Allemagne et le baron, son père, était en vacances avec sa famille en Croatie. Aucun des deux parents n'a vu d'inconvénient à ce que Mike veuille rester quelques jours de plus à Malte. Ils ont donc approuvé sa demande. Mike a séjourné dans un hôtel de la ville de Sliema. Sliema est situé sur la côte nord-est de Malte, dans le district du Port-Nord. C'est une zone résidentielle et commerciale importante, ainsi qu'un centre commercial, avec des bars, des restaurants et des cafés. C'est aussi la ville la plus densément peuplée de l'île. L'hôtel où Mike a séjourné s'appelle l'Astra. Les images des caméras de sécurité de l'hôtel montrent Mike quittant l'établissement le matin du 18 juillet. Il a quitté sa chambre, la chambre 105, vers 8h39. À 9h10, il s'est rendu à la réception de l'hôtel pour demander des informations et a discuté brièvement avec le personnel. Après cela, Mike est retourné dans sa chambre où il est resté presque 1 heure. Il a quitté sa chambre de l'hôtel vers 9h55. Sur les images de sécurité de l'hôtel, on voit Mike portant un T-shirt bleu, un sac à dos noir sur l'épaule et tenant un téléphone portable. Dans son sac à dos, Mike avait emporté une caméra GoPro, un chargeur portable, des documents, une carte de crédit et de l'argent. La journée était chaude et ensoleillée, et Mike voulait en profiter au maximum. Après avoir quitté l'hôtel, Mike s'est rendu à un port proche où il a loué un VTT pour la journée. Le vélo qu'il a loué était un Lombardo bleu et noir. À 10h11, Mike a envoyé un message vocal à son père sur WhatsApp. Dans le message, Mike a dit à son père qu'il avait loué un vélo et qu'il allait faire du vélo autour de Malte ce jour-là, mais que les routes étaient assez raides par endroits, donc il devrait marcher en poussant le vélo. Il a également mentionné qu'il enverrait bientôt une photo, mais il n'a jamais envoyé la photo et ce fut la dernière fois que Barron a eu des nouvelles de son fils.
Bien que Mike n'ait plus contacté sa famille par la suite, ils n'ont pas soupçonné qu'il lui était arrivé quelque chose. Mike était simplement occupé à explorer l'île qu'il avait captivée. Le 22 juillet, Suzanne et Maria, la mère et la sœur de Mike, se sont rendus à l'aéroport et l'ont attendu. Mike était censé atterrir à cet aéroport ce jour-là, mais il n'est pas apparu. Au début, la mère et la sœur de Mike ont pensé qu'il avait peut-être atterri à Francfort où il aurait eu une escale. Suzanne a alors essayé d'appeler le téléphone de son fils, mais il était éteint. Elle a tenté de le joindre plusieurs fois, mais sans succès. Elle a ensuite décidé de contacter la compagnie aérienne responsable du vol que Mike était censé prendre pour l'Allemagne. C'est là qu'elle a découvert que Mike n'avait jamais embarqué dans l'avion. Après cette découverte, Suzanne s'est rendue directement à la police et a signalé la disparition de son fils. Vers 2 heures du matin, le 23 juillet, la police allemande a traité l'affaire en priorité élevée et les agents ont rapidement contacté la police maltaise. L'un des détectives allemands a reçu des informations selon lesquelles la police maltaise recherchait déjà Mike depuis au moins 2 jours. Mike n'avait plus été vu sur l'île depuis le matin du 18 juillet, lorsqu'il avait loué le VTT qu'il était censé rendre le lendemain, mais qu'il n'avait jamais rendu. C'est le directeur de l'hôtel Astra qui a signalé la disparition de Mike aux autorités maltaises le 20 juillet. Mike était censé retourner à l'hôtel pour récupérer ses affaires et libérer la chambre, mais il ne s'est jamais présenté. Cela faisait 4 jours que Mike n'avait plus été vu par quiconque et la police maltaise le recherchait déjà dans la zone. Entre-temps, personne de Malte n'a contacté la famille de Mike en Allemagne pour les informer de la situation. Certaines sources disent que c'était parce que les autorités n'avaient pas les coordonnées de la famille de Mike, tandis que d'autres sources affirment que c'était dû à la négligence. Quoi qu'il en soit, lorsque Baron, le père de Mike, a appris la disparition de son fils, il a interrompu ses vacances et a pris le premier vol disponible pour Malte avec Daniel, le frère de Mike. Malgré la situation, Baron a essayé de rester calme. Il continuait à envisager toutes les raisons possibles pour lesquelles son fils n'avait pas pris le vol prévu. Il pensait que Mike avait peut-être raté son vol, perdu son téléphone, ou que son téléphone avait été volé. La famille a essayé de rester optimiste tout au long et croyait que Mike réapparaîtrait à tout moment. Ce qui inquiétait le plus Baron était le fait que le téléphone de Mike était éteint. Baron est resté en contact constant avec les autorités maltaises et a activement participé aux recherches de son fils. La police a vérifié toutes les îles de Malte et a enquêté sur la possibilité que Mike ait pris un ferry local ou un petit avion. Des milliers de flyers ont été distribués dans divers endroits du pays et toutes les pistes des informateurs ont été suivies. La mère de Mike est restée en Allemagne, mais elle était tenue informée de l'avancée des recherches pour son fils. Le 24 juillet 2016, Interpol a rejoint l'affaire et l'enquête est devenue internationale avec l'Allemagne et Malte coopérant pour retrouver le garçon. Le 26 juillet, 8 jours après sa disparition, la police maltaise a reçu un tuyau anonyme concernant Mike. La source de ce tuyau n'a jamais été rendue publique et on ignore également si la police a jamais découvert l'identité de la personne qui a appelé. L'appelant a dit que Mike se trouvait dans une zone avec des falaises sur la côte ouest de l'île. Ces falaises, connues sous le nom de Dingley Cliffs, atteignent une hauteur d'environ 820 pieds. L'endroit est assez populaire auprès des touristes car c'est le point le plus élevé de l'île et offre une vue époustouflante sur la mer Méditerranée. Ces falaises sont situées près des catacombes de Rabat, un autre site touristique très populaire de l'île. L'homme qui avait loué le vélo à Mike a déclaré à la police qu'ils avaient eu une brève conversation au cours de laquelle l'adolescent avait mentionné vouloir visiter ces catacombes. Il était donc très probable que Mike soit passé par cette zone. Une équipe de police avec des chiens renifleurs, des pompiers et des secouristes a été envoyée dans la zone des falaises pour mener les recherches. Le père et le frère de Mike se sont rapidement rendus sur place et à leur arrivée, certains journalistes étaient déjà là à attendre pour leur poser des questions. Peu après, les équipes d'urgence et même une ambulance sont arrivées sur les lieux. Après quelques heures de recherche, des chiens renifleurs ont détecté quelque chose à proximité, mais les autorités ont demandé à Baron et Daniel de rester en retrait et d'attendre pour ne pas gêner les professionnels. Et bientôt est venue la nouvelle que personne ne voulait entendre. Mike avait été retrouvé, mais il était sans vie. Le corps de Mike a été retrouvé au pied des falaises cachées sous des buissons dans un affleurement rocheux. L'endroit n'était pas facile d'accès et ne pouvait pas être vu depuis des falaises. Cela expliquait pourquoi personne n'avait vu Mike là-bas, malgré la fréquentation touristique de la zone. Le vélo que Mike avait loué a été retrouvé suspendu à environ 98 pieds au-dessus de son corps.
Il était gravement endommagé avec un pneu à plat et le guidon complètement tordu. La police a retiré le corps de Mike du site et l'a envoyé pour une autopsie. Les agents ont également collecté certains des objets de la victime trouvés sur place et les ont envoyés pour analyse. Les baskets et les lunettes de soleil de Mike ont été retrouvés près de son corps. Pour une raison inconnue, il était pieds nus. Le sac à dos que Mike avait pris à l'hôtel contenant plusieurs de ses affaires, comme son téléphone, son ordinateur portable, sa caméra GoPro de l'argent et une carte de crédit n'a été retrouvé nulle part. Quelque chose d'étrange retrouvé près du corps était du foin frais qui n'avait pas encore été affecté par le soleil. Il semblait que quelqu'un avait marché sur le foin et qu'il s'était détaché de la semelle de sa chaussure, le laissant sur le sol. Cela ne pouvait pas être Mike car il était pieds nus et ses baskets ont été retrouvées à plusieurs pieds de distance de son corps. La police a parlé à un agriculteur qui possédait une propriété près de l'endroit où le corps de Mike avait été retrouvé, lui demandant s'il savait quelque chose sur le foin. L'agriculteur a simplement répondu qu'il ne savait rien. Baron, le père de Mike, a également parlé à l'agriculteur et lui a demandé s'il avait vu Mike dans les environs ou s'il savait où pouvait se trouver le sac à dos du garçon. Selon Baron, l'agriculteur a agi de manière étrange, comme s'il ne voulait pas coopérer ou répondre aux questions. Il semblait mal à l'aise et insistait sur le fait qu'il ne savait rien. Baron était dévasté après avoir découvert ce qui était arrivé à son fils, mais il a essayé de rester fort afin de découvrir ce qui s'était réellement passé. Daniel a été profondément affecté par la perte de son frère. Ils étaient très proches et avaient des projets de voyager dans le monde ensemble quand ils seraient plus grands, mais cela ne serait plus possible. Lorsque Suzanne a reçu la nouvelle concernant son fils, elle n'arrivait pas à y croire. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Maria aussi était dévastée par la perte de son frère. Ils avaient été ensemble toute leur vie et maintenant, elle ne le verrait plus jamais. La petite amie de Mike, qui était déjà arrivée en Allemagne quelques jours plus tôt, a été profondément secouée par la nouvelle. Elle avait été avec lui récemment et attendait avec impatience son retour à la maison pour qu'ils puissent se revoir. L'affaire a provoqué un énorme émoi à Malte, car un tel événement était très inhabituel pour l'île. Elle a également attiré une attention importante en Allemagne, car toute la famille en était originaire. Au cours de l'enquête, de nombreuses choses étranges ont commencé à se produire. Mike avait l'habitude de filmer et de prendre des photos de presque chaque partie de son voyage à Malte, donc trouver sa GoPro aurait donné à la police un bon point de départ pour leur enquête. En supposant que Mike avait filmé tout son parcours ce jour-là, voir la GoPro aurait pu aider à résoudre l'affaire rapidement. Lorsque le corps de Mike a été retrouvé, la police de Malte a catalogué et collecté 3 objets lui appartenant et trouvé près de son corps sa paire de baskets, ses lunettes de soleil et l'étui de la GoPro que Mike portait. Cet étui était attaché à la ceinture de Mike, mais on ne sait pas s'il avait la caméra avec lui ou s'il était vide car il a mystérieusement disparu au cours de l'enquête. Lorsque la police collectait le corps de Mike Barron, leur a demandé pour la GoPro. L'enquêtrice principale lui aurait dit qu'elle avait vu l'étui de la GoPro attaché à la ceinture de Mike et qu'il avait été catalogué et collecté par les autres agents. Cette même enquêtrice principale était celle qui avait monté la garde sur le corps de Mike jusqu'à ce que tout soit collecté. L'une des premières choses que Barron a faites en arrivant à Malte a été de se rendre à l'hôtel Astra où Mike avait séjourné. Dans la chambre 105 de Mike, la chambre avait déjà été vidée et nettoyée par le personnel. Toutes les affaires de Mike dans la chambre ont été remises à Barron, mais l'étui de la GoPro n'en faisait pas partie. Cela signifiait que Mike avait probablement emporté l'étui avec lui et que la caméra était probablement à l'intérieur de l'étui qui avait été attaché à la ceinture de Mike lorsque son corps a été retrouvé. Barron savait à quel point la GoPro était précieuse car Mike avait filmé presque tout et les images sur la caméra auraient probablement pu éclairer ce qui lui était arrivé. Cependant, le lendemain de la collecte du corps et des objets, tous les agents de police impliqués dans l'enquête ont nié qu'il y avait eu un étui de caméra attaché à la ceinture de la victime. Ils ont affirmé que rien de tel n'avait été catalogué ou collecté. Baron a trouvé cela difficile à croire, surtout puisque l'enquêtrice principale elle-même avait mentionné avoir vu l'étui à la ceinture. Baron a ensuite parlé à l'enquêtrice principale qui, comme les autres agents impliqués dans l'affaire, a nié avoir jamais vu l'étui ou l'avoir collecté. Ce même jour, la police a déclaré que Mike était tombé de la falaise alors qu'il roulait à vélo. Cependant, la façon dont le corps de Mike a été retrouvé rendait difficile d'imaginer qu'il avait simplement chuté comme la police le suggérait.
Si Mike était vraiment tombé en roulant à vélo, il serait tombé tout droit. L'endroit où le corps de Mike a été retrouvé suggérait qu'il était tombé en arrière, ce qui serait très improbable dans une chute naturelle. Cependant, la police a rapidement déclaré que la mort de Mike était un accident, affirmant qu'il était tombé de plus de 30 mètres de haut, puis avait roulé jusqu'à l'endroit où le corps a été retrouvé. Le médecin légiste chargé de l'analyse du corps de Mike a dit à Barron que Mike n'avait pas souffert car il s'était brisé le cou à 2 endroits pendant la chute, entraînant une mort presque instantanée. Cependant, à ce stade, une radiographie n'avait pas encore été effectuée sur le corps de Mike. Il reste donc incertain si le médecin légiste a pu faire cette évaluation simplement en regardant et en touchant le corps de Mike ou si c'était simplement un mensonge. Le rapport d'autopsie n'a été finalisé qu'1 mois plus tard, confirmant par des tests ADN que le corps était bien celui de Mike Manoll. Selon le rapport, Mike était mort depuis environ 8 jours lorsque son corps a été découvert. Cela suggérait qu'il était mort le même jour où il avait quitté l'hôtel pour explorer l'île à vélo. L'autopsie a également conclu que Mike n'avait aucun os cassé, ce qui était extrêmement étrange s'il était vraiment tombé d'une hauteur de plus de 98 pieds et avait heurté les rochers de la falaise. Il aurait au moins dû se casser un bras. Cette découverte contredisait ce que le médecin légiste avait dit à Barron, affirmant que Mike s'était brisé le cou à 2 endroits et n'avait pas souffert. Mike n'avait aucun os cassé, ce qui signifiait que la déclaration du médecin légiste était un mensonge. Un examen médico-légal a été effectué sur le vélo que Mike avait loué, et la conclusion était que son état ne correspondait pas à ce que l'on attendrait d'une chute de 98 pieds ou plus depuis une falaise. Quelques jours avant que le rapport d'autopsie officiel ne soit finalisé et remis à la famille d'une employée de la morgue qui avait été responsable du corps de Mike, a approché Barron pour parler. Elle lui a dit que tout semblait très étrange. Mike n'avait aucun os cassé, ce qui contredisait la version officielle de la police selon laquelle Mike était tombé de la falaise en roulant à vélo. Elle a suggéré à Barron de réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite, car il semblait que la police n'avait aucun intérêt à poursuivre l'affaire. Après avoir entendu cela, Barron est allé parler au chef de l'enquête, la même personne qui avait affirmé avoir vu l'étui de la GoPro et l'avait ensuite nié. Cette fois, elle a refusé de parler et a esquivé les questions de Barron, ce qui n'a fait que le rendre plus suspicieux. Barron a continué à presser les autorités au sujet de la GoPro de son fils, et quelques jours plus tard, le département médico-légal de Malte lui a remis un appareil photo numérique en affirmant qu'il s'agissait de celui de Mike. L'appareil qu'ils ont donné à Barron était un modèle Canon des débuts de la photographie numérique bien loin de la GoPro Hero 2 que Mike utilisait. Avec l'appareil, Barron a également reçu une carte mémoire complètement détruite et les autorités ont affirmé qu'elle se trouvait à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il a été retrouvé à côté du corps. Barron a su immédiatement que ce n'était pas l'appareil photo de son fils. Il croyait que les autorités le lui avaient remis en espérant qu'il arrêterait de poser des questions sur la vraie GoPro. À ce stade, la famille de Mike était devenue très suspicieuse envers la police maltaise et essayait de comprendre pourquoi il semblait complètement désintéressé par l'affaire. Cela commençait à ressembler à ce que les autorités maltaises essayaient de cacher quelque chose. Barron a questionné certains agents de police sur qui aurait pu voler les affaires de son fils. Certains agents ont répondu qu'aucun Maltais ne volerait des objets sur un corps, suggérant que peut-être un touriste les avait pris à la place. La police a également affirmé avoir essayé d'obtenir les enregistrements de localisation du fournisseur de téléphone de Mike, mais a déclaré qu'ils n'avaient rien trouvé, aucun enregistrement du tout. Frustré par les incohérences et le manque d'intérêt des autorités maltaises à poursuivre l'enquête, Barron était prêt à porter de graves accusations. Cependant, il a d'abord dû retourner en Allemagne pour organiser les funérailles de son fils et s'occuper d'autres affaires. Le corps de Mike est arrivé en Allemagne le 17 août 2016 et c'est à ce moment-là que de nouvelles découvertes ont été faites ajoutant au mystère de l'affaire. Le personnel des pompes funèbres chargé de préparer le corps de Mike pour l'inhumation a remarqué des choses étranges. Le corps de Mike semblait complètement dégonflé comme s'il était vide. De plus, il n'avait pas été embaumé ni préparé pour l'inhumation, ce qui posait problème, car l'enquête sur sa mort était toujours en cours. Le fait que les autorités maltaises n'avaient pas embaumé le corps de Mike a créé un sérieux problème pour les autorités allemandes qui ne pouvaient pas effectuer correctement une seconde autopsie. Le corps sentait la décomposition, pas le formaldéhyde ou d'autres produits de conservation comme il aurait dû. En remarquant cela, le personnel des pompes funèbres a immédiatement signalé le problème aux autorités allemandes.
Un agent de police a mentionné au personnel que les agents chargés de manipuler le cercueil de Mike à son arrivée à l'aéroport avaient remarqué que le cercueil semblait trop léger. En raison de tous ces soupçons, le corps de Mike a été envoyé à l'Université médicale de Hanovre pour une analyse plus approfondie. Il a été constaté que le corps ne pesait que 16 kg et en l'ouvrant, il a été découvert que tous ses organes avaient été retirés. Le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les glandes surrénales, le rein droit, la vessie, la prostate, l'estomac, les intestins et d'autres organes manquaient. Seuls de petits fragments restaient du rein gauche, du diaphragme, de la rate et du côlon. Cela expliquait pourquoi le corps de Mike était si dégonflé et ne pesait que 35 livres. Il est normal que les principaux organes soient retirés lors d'une autopsie pour une enquête plus approfondie. Lorsque cela se produit, le corps est rempli d'autres matériaux, tels que de la sciure de bois ou du coton. Alternativement, les organes retirés sont replacés une fois l'autopsie terminée. Si les organes ne sont pas remis, un rapport doit être rédigé pour expliquer la raison, ce qui n'a pas été fait ici. Et bien sûr, le corps n'est jamais laissé dans un vide, comme celui de Mike l'était. La famille de Mike a été choquée lorsqu'elle a appris que presque tous ses organes manquaient de son corps. Baron a même écrit une lettre aux autorités à Malte, les suppliant de renvoyer les organes de son fils afin qu'il puisse les enterrer avec son enfant. Un représentant de Malte a répondu à Baron en affirmant que les organes de Mike avaient été mangés par des animaux avant que son corps ne soit retrouvé. Cela n'avait aucun sens du tout, puisque le rapport d'autopsie initial de Malte ne montrait aucune blessure pouvant être attribuée à des animaux. Le corps de Mike ne présentait aucune plaie visible, ni marque de morsure d'animaux, par exemple. Le bureau du procureur public d'Oldenburg, la ville où vivait la famille en Allemagne, a décidé de saisir le corps. Ce qui avait initialement été une affaire de personnes disparues retrouvées mortes est devenu une affaire de crime potentiel. En conséquence, les autorités allemandes ont lancé une enquête sur la mort de Mike Monod. Les médecins légistes de l'Université de Hanovre, chargés d'analyser le corps de Mike, et qui ont découvert l'absence de presque tous ses organes, ont demandé une copie du rapport d'autopsie effectué par les autorités maltaises, mais ils ne l'ont jamais reçu. Les médecins légistes ont déclaré qu'en raison de l'absence d'organes dans le corps, une seconde autopsie fournirait des résultats très limités qui ne pourraient pas être comparés aux résultats de la première autopsie. Plus tard, les parents de Mike ont déposé une plainte formelle contre les autorités maltaises par l'intermédiaire de leurs avocats. Dans leur communication, les parents de la victime ont déclaré que lors d'un échange d'emails avec le médecin légiste de Malte, qui avait effectué la première autopsie sur Mike, celui-ci avait affirmé que les organes de leur fils avaient été mangés par des rongeurs et que son cerveau s'était liquéfié. Baron et Suzanne ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, demandant une enquête sur la façon dont les organes de Mike avaient disparu. Les procureurs publics allemands ont commencé à travailler sur l'affaire et ont commencé à soupçonner que Mike avait peut-être été assassiné. Ils ont également conclu que les médecins légistes maltais avaient fait un très mauvais travail. Il a été ordonné qu'une nouvelle autopsie soit effectuée sur le corps de Mike, même si l'état du corps n'était plus le même que lorsqu'il avait été retrouvé, ce qui altérerait le rapport. Cette fois, les légistes maltais devaient être présents lors de la nouvelle autopsie pour garantir la sécurité juridique. Aucune marque de morsure n'a été trouvée sur le corps et il n'y avait aucune preuve d'activité de rongeur à l'exception d'une petite morsure au cou et d'une abrasion sur l'avant-bras. La possibilité que des rongeurs aient mangé les organes de Mike a été complètement écartée. Il a également été reconfirmé que son corps était intact lorsqu'il a été retiré de la plage au pied des falaises pour être transporté à la morgue maltaise sans plaie ni marque de morsure. Mais les conclusions les plus importantes de cette autopsie étaient que le corps n'avait pas été embaumé à Malte et qu'en conséquence, il était trop décomposé pour déterminer la cause du décès. Il n'y avait pas eu d'embaumement approprié effectué par le légiste maltais, donc les dernières traces qui auraient pu aider à déterminer la cause du décès ont été perdues pour toujours. Une autre conclusion importante des autorités allemandes était qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Mike était mort d'une chute de 30 mètres ou plus depuis les falaises. Les Allemands ont également découvert qu'il n'y avait pas de blessure majeure sur la peau de Mike. Il n'avait aucun os cassé, aucune côte cassée, aucun dommage au tissu mou et aucun bleu. La colonne vertébrale de Mike était intacte. Les saignements internes ne pouvaient ni être exclus ni confirmés car il n'y avait pas d'organes à examiner. Dans tous les cas, les autorités allemandes considéraient cette possibilité comme faible,
car un saignement interne aurait été accompagné de bleu ou de dommages externes, ce qui n'a pas été trouvé sur Mike. Une chute de plus de 98 pieds était considérée comme pratiquement impossible, surtout puisque la victime n'avait aucun os cassé. En raison de l'état avancé de décomposition, la possibilité d'un meurtre n'a pas été écartée. Malgré ces conclusions des autorités allemandes, les autorités maltaises ont maintenu leur version selon laquelle Mike est mort dans un tragique accident en tombant d'une falaise. Lors de la première autopsie effectuée sur le corps de Mike au début de l'enquête par les Maltais, 3 personnes étaient présentes, dont le médecin légiste en chef du pays, le professeur Mario S. Iri. C'est un homme hautement respecté à Malte ayant reçu plusieurs prix pour son travail. Le docteur Mario était présent sur le site où le corps a été retrouvé et a également effectué l'autopsie. Cependant, lorsque Barron et les journalistes lui ont demandé des informations supplémentaires, il a refusé de fournir plus de détails. Il n'a répondu qu'à un seul email de Barron affirmant que les organes manquaient déjà avant l'autopsie et avaient été mangés par des rongeurs et que le cerveau s'était dissous au soleil. Il a également mentionné qu'il avait partagé ces informations avec le chef de l'enquête à Malte. L'équipe médico-légale allemande a contredit le rapport du docteur Mario affirmant par écrit qu'aucune marque de morsure n'avait été trouvée sur le corps de Mike. Concernant la revendication selon laquelle le cerveau s'était liquéfié à cause du soleil, ils l'ont qualifié d'absurde, notant que dans de nombreux pays, les températures peuvent dépasser 40 degrés Celsius en été, la même température qu'à Malte ce jour-là, et qu'il n'y a aucun rapport de quelque chose de similaire ailleurs. Officiellement, le docteur Mario a documenté que le corps de Mike a été retrouvé allongé sur le dos. Cependant, les autorités allemandes ne croyaient pas que Mike était mort à l'endroit exact où le corps a été retrouvé. Elles ont théorisé que s'il était vraiment tombé, il aurait encore pu être en vie en heurtant la plage et avoir ensuite réussi à ramper jusqu'à une zone ombragée sous la falaise. L'asphyxie ne pouvait pas non plus être écartée comme cause du décès par les autorités allemandes, car l'os hyoïde de Mike manquait également. En novembre 2017, Barron est retourné à Malte. Il a essayé de parler à la police et aux détectives qui avaient travaillé sur l'affaire de son fils, mais ils ont refusé de parler. Barron a alors déposé une demande légale pour accéder à tous les dossiers de l'affaire, mais on l'a informé que le juge était malade et que de plus, le juge avait la réputation d'être lent à approuver les décisions judiciaires. Barron n'a obtenu l'accès à ces dossiers que grâce à un diplomate allemand à Malte qui a réussi à obtenir les documents. Cependant, le dossier officiel manquait plusieurs documents importants que les autorités maltaises affirmaient avoir perdus, tels que les résultats d'autopsie et les photos de l'endroit où Mike a été retrouvé. En janvier 2018, le gouvernement maltais a cédé à la pression des autorités allemandes et a rouvert le dossier de Mike. Enfin, tous les efforts du ministère allemand des Affaires étrangères ont porté leurs fruits. Peu après, les premiers documents concernant l'affaire de Mike sont arrivés en Allemagne. Les médias allemands ont recommencé à couvrir toute l'histoire et le Parlement a commencé à débattre de la question. Cependant, le nouveau juge assigné à l'affaire a également déterminé que la mort de Mike était due à une chute depuis une falaise, ce qui signifie qu'il n'y avait aucune mise à jour dans l'affaire. D'un autre côté, les autorités allemandes ont conclu qu'il y avait de nombreuses incohérences dans l'affaire, mais avec le matériel limité dont elles disposaient pour enquêter, elles se sont retrouvées dans une impasse et ne pouvaient rien faire. Presque tous ceux qui analysent cette affaire pleine de lacunes et avec des dossiers aussi négligents des diplomates et enquêteurs aux journalistes ont des doutes sur le verdict officiel des autorités maltaises. Baron Manol s'est lassé et découragé par toute cette négligence. Il a décidé d'arrêter de réclamer davantage de réponses sur la mort de Mike et se concentre désormais sur sa famille. Il croit que nous ne saurons jamais vraiment ce qui est arrivé à son fils. Un journal allemand qui avait couvert cette affaire depuis le début a essayé de faire un nouveau reportage à ce sujet, mais lorsqu'ils ont contacté les autorités maltaises, celles-ci ont refusé de commenter l'affaire. Il semble que personne qui a travaillé sur l'affaire de Mike Manol ne veuille en parler comme s'ils essayaient de tout étouffer. Cette affaire est pleine de mystères et de théories qui l'entourent. Parmi les théories les plus célèbres figure celle suggérant que Mike a peut-être été victime de trafic d'organes. Mike était un garçon très en bonne santé et l'absence de tous ses principaux organes amène certaines personnes à soupçonner qu'il a été victime d'un vol d'organes. Selon cette théorie, Mike aurait été approché par des trafiquants d'organes alors qu'il roulait à vélo dans une zone isolée de Malte. Les trafiquants l'auraient emmené dans un endroit où ils ont retiré ses organes, puis recousu son corps, et l'auraient jeté de la falaise avec son vélo pour faire croire à un accident.
Les autorités maltaises auraient tout découvert, mais décidé de couvrir l'affaire, car le pays dépend fortement du tourisme, et un tel événement effrayerait sans aucun doute les touristes, causant des pertes économiques importantes. Les personnes qui croient en cette théorie pensent que l'agriculteur qui possède une propriété près de l'endroit où le corps de Mike a été retrouvé pourrait être impliqué dans l'affaire. Son attitude évasive lorsqu'il a été questionné par le père de la victime, comme s'il cachait quelque chose, était très suspecte. Une autre théorie largement circulante est que Mike a été victime de voleurs qui ont pris ses affaires et l'ont ensuite jeté de la falaise. Dans cette théorie, Mike aurait été étranglé, puis son corps placé à l'endroit où il a été retrouvé pour couvrir l'affaire et éviter des dommages au tourisme de l'île. Les autorités ont décidé de retirer l'os hyoïde, le cerveau et plusieurs autres organes de Mike. Si Mike avait effectivement été étranglé, cela ne pouvait être déterminé qu'en examinant l'état de l'os hyoïde et du cerveau. Puisque les autorités maltaises voulaient étouffer l'affaire, elles ont simplement décidé de faire disparaître toutes ces preuves. Il y a aussi la théorie selon laquelle Mike est tombé de la falaise tout seul et que certaines personnes qui sont passées par là et ont vu le corps ont profité de l'occasion pour voler son sac à dos qui contenait plusieurs de ses affaires. La dernière théorie que j'ai trouvée bien que moins acceptée est que Mike a peut-être mis fin à ses jours. Cette théorie a été écartée tôt dans l'enquête car il n'y avait aucun signe de la part de Mike qui suggérerait qu'il planifiait quelque chose de ce genre. Tout indique que Mike était heureux, plein de projets amoureux, et ne montrait aucun signe de maladie mentale ou de dépression. L'affaire de Mike Manoel est l'une des affaires les plus mystérieuses et pleines de lacunes jamais documentées. À ce jour, les autorités de Malte maintiennent leur version officielle, selon laquelle Mike est tombé de la falaise tout seul, et affirment que toute version au-delà de cela est simplement une théorie du complot. Mais vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé selon vous pour Mike? A-t-il été victime d'un accident ou victime d'un crime? Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo.